Mademoiselles, Messieurs les participants, honorables invités. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi de présider le premier African Airlines Forum 2006. Cette rencontre est une preuve de la volonté politique des compagnies de mettre en commun leurs synergies pour une meilleure gestion, au sens le plus large du mot, de leur outil de travail du transport aérien en Afrique. Le transport aérien est un métier réservé aux professionnels. L'improvisation en la matière doit être condamnée et prohibée sans réserve, sans complaisance. Malheureusement, sous le prétexte de la politique ciel ouvert et profitant par ailleurs de la disparition de certaines compagnies de référence, nous assistons à des créations anarchiques de sociétés de transport irrégulières, introduisant ainsi une concurrence désordonnée. Il y a lieu donc de procéder à une politique profonde de réorganisation crédible, sans état d'âme, sans influence politicienne, pour ne prendre en compte que des normes de standards internationaux de sécurité et de confort. La diversité et la qualité des participants à ce forum augurent déjà des résultats attendus. Chers invités, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour le présent forum est transport aérien en Afrique, ensemble pour exister, convergence et synergie. Pourquoi un forum sur le transport aérien en Afrique? La réponse à cette question réside dans la prise en compte de deux préoccupations fondamentales, à savoir chercher les voies et moyens idoines à mettre en œuvre pour un décollage durable du transport aérien sur notre continent, trouver des solutions sans passion et sans rentrer dans une culpabilisation stérile à la disparité dans la mise en œuvre des normes OACI, à l'insuffisance des dessertes intra-africaines et à l'accaparement du marché africain par des compagnies étrangères. En tant qu'organisation de chefs d'entreprise et de fréquents voyageurs aériens, nous partageons la volonté de nos autorités politiques africaines de faire du transport aérien en Afrique un maillon solide et fiable de la chaîne du transport aérien mondial. C'est une nécessité, une exigence pour rapprocher les hommes et les entreprises, pour échanger et prospérer dans ce monde devenu village grâce au développement du transport en général et de l'aérien en particulier. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Mali, notamment les ministres en charge des transports et du tourisme, ont adopté notre projet qui a recueilli le soutien essentiel de l'Union européenne à travers ProInvest ainsi que de l'UEMOA. Qu'ils en soient remerciés. Nos remerciements vont également à tous nos sponsors, sans oublier notamment les participants dont la confiance en cet événement et leur présence aujourd'hui est le reflet d'une vision partagée. Nous comptons par ailleurs sur leur contribution de qualité pour asseoir et pérenniser ce nouveau cadre de réflexion et d'action pour l'industrie du transport aérien en Afrique. C'est assurément pour moi une occasion opportune pour faire le point des performances de cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en matière de transport aérien et d'attirer l'attention sur toutes les tendances lourdes, l'évolution du secteur ici, afin d'entamer
la réflexion sur ce qu'il y a lieu de faire. Les présentes assises du premier forum africain sur le transport aérien se tiennent à un moment crucial pour ce secteur. Nous nous retrouvons dans une conjonction des répercussions de la disparition de la compagnie Air Afrique, avec des crises profondes de plusieurs autres compagnies africaines, révélant ainsi une grande vulnérabilité des économies du continent à toute désorganisation des transports aériens. Les réponses à la crise n'ont pas souvent fait place à la concertation et à la recherche de synergie. Des nouvelles compagnies sont nées, constituant certes quelques solutions provisoires ici ou là, mais dans des conditions d'exploitation risquées et peu durables et se caractérisant par un respect à la limite des normes de sûreté et de sécurité indispensables à ce mode de transport. C'est dans ce contexte que le Centre de développement de l'entreprise CDE a, à travers son programme Pro-Invest, encouragé et accepté de soutenir financièrement le réseau malien de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, et l'Association des compagnies aériennes africaines AFRA pour l'organisation des présentes assises. Je termine en exprimant mes hommages aux autorités et au gouvernement malien qui ont bien voulu, une fois de plus, accepter et s'investir dans cette concertation africaine et internationale, ainsi qu'aux organisations REAO Mali et AFRA pour cette cruciale initiative. Concernant le fret, c'est un record de 656 000 tonnes transportées en 2004 par les compagnies de l'AFRA. Et des records aussi ont été constatés par l'AFRA avec un coefficient d'occupation des sièges de 67% en 2003. Les prévisions pour le continent sont encourageantes selon IATA, mais l'impact du prix du carburant se fera sentir. Les prévisions notables à l'horizon 2015 sont pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, une croissance de 10,5% annuelle du trafic régional, ce qui sera une contribution essentielle pour le désenclavement des pays de la région. Des taux de croissance d'environ 8% pour l'Afrique du Nord vers l'Asie, une stabilité autour de 4% vers l'Europe et une progression plus forte vers l'Amérique. Les prévisions de Boeing jusqu'en 2024 confirment les taux de croissance vers le continent américain tout en conservant la prédominance des flux vers l'Europe. Le point suivant en ce qui concerne les forces, c'est le soutien de l'État. Et par soutien de l'État, je veux dire que la plupart des compagnies africaines, parce qu'elles sont étatiques, bénéficient du soutien financier de leur gouvernement et pas nécessairement directement, mais le plus souvent par le truchement des lettres de garantie, par le truchement de la souscription de dette ou parce que la dette est reprise par l'État en cas de banqueroute de la compagnie aérienne. Et ce soutien revêt une importance primordiale pour la plupart de ces compagnies. Mais je voudrais dire que sans ce soutien, la plupart des compagnies africaines n'existeraient plus. Ensuite, il y a la connaissance approfondie du marché africain. Nous sommes des Africains et qui peut connaître mieux que nous notre terrain. Nous comprenons parfaitement notre marché, en tout cas mieux que les compagnies étrangères. Ensuite, il faudrait dire que nous avons des réseaux de voies au hub pour les vols long courriers vers les destinations européennes. Alors, la réflexion qui est la mienne, c'est celle d'un chef d'entreprise, confronté à des réalités. Et elle fait suite à l'expérience que nous avons vécue à Air Ivoire en reconstruisant cette compagnie depuis rien, puisque Air Ivoire est reparti de zéro, mais en plein contexte de l'application de la décision de Yamoussoukro. Alors, il ne s'agit pas d'une remise en cause. Je ne suis quand même pas un rebelle. Mais cette libéralisation est quand même sans équivalent dans le monde. J'ai, pour ma part, passé 35 ans dans le transport aérien, essentiellement en France, mon pays d'origine. J'ai vu la libéralisation du ciel. J'ai vu aussi les donneurs de leçons. Quand on regarde la maturité du marché européen, la libéralisation en Europe s'est faite avec beaucoup de garde-fous. Les performances de sécurité du transport aérien sont quand même en général bien, parce qu'on a quand même un taux de
0,76 accidents par million de mouvements. C'est quand même énorme. Mais malheureusement, quand on regarde maintenant cette moyenne et qu'on la compare aux résultats par région, on voit également que, en ce qui concerne l'Afrique, le taux est relativement élevé par rapport à cette moyenne de 9,2 accidents par million de mouvements. Sur le titre, effectivement, on parle de la viabilité des compagnies aériennes en Afrique, comme s'il y avait un problème, finalement, un grave problème de viabilité de compagnies aériennes en Afrique. Et je repensais à ce qu'on a dit ce matin, dans les présentations sur l'état du transport aérien en Afrique. Il y a quand même en Afrique des compagnies qui réussissent. Il y a quand même en Afrique des projets qui fonctionnent parfaitement bien. Donc il n'y a pas une fatalité. On a parlé des réussites des compagnies du Maghreb, il y a des compagnies en Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de projets qui ont vu le jour récemment, ou il y a plus longtemps, qui vivent, qui sont profitables et qui créent de la richesse. High turnover of CEOs. I'm sure you all agree with me that il y a la forte rotation des chefs exécutifs. Vous conviendrez tous avec moi que la plupart des compagnies aériennes africaines changent de chef exécutif souvent, fréquemment. La conséquence, c'est que ces compagnies ne parviennent pas à mettre en œuvre des stratégies permettant d'assurer le développement de ces compagnies. Les stratégies élaborées par un chef exécutif sont abandonnées par le prochain chef exécutif. Dans la foulée, même si la structure et les systèmes, il y a la mauvaise prestation des services. La plupart des compagnies africaines sont connues pour leur inefficacité en matière de fourniture de services. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait un proverbe en Afrique concernant Ghana Airways. On dit Ghana Airways sera toujours retardé, mais le vol arrive toujours. À la différence des autres compagnies, il pourrait ne pas venir. Ghana Airways, quel que soit le retard, ils viennent. Et ceci était une caractéristique qui plaisait aux gens pour Ghana Airways par rapport aux autres compagnies. Il y a une mauvaise communication entre le personnel au niveau supérieur, au niveau inférieur, au niveau intermédiaire, à telle enseigne que lorsqu'il y a retard, les gens qui doivent faire l'enregistrement des passagers ne savent même pas que l'avion n'est pas prêt. Si nous voulons être à la hauteur, il faut apporter des améliorations à cet égard. En 2004, comme je l'ai dit, l'Afrique représente 4,5% du trafic mondial, ce qui est bien peu au regard des 850 millions d'habitants du continent. Ceci nous donne 108 millions de passagers transportés, dont le tiers seulement l'a été par des compagnies africaines membres de l'AFRA. Le reste est dévolu aux compagnies étrangères qui s'octroient la majorité du trafic, généralement de haute contribution. Le trafic domestique est peu développé, voire marginal sur le continent, sauf dans quelques pays. Et là, je citerai entre autres l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, l'Éthiopie, le Nigeria. D'ailleurs, en 2001, et là c'est malheureusement les derniers chiffres que j'ai pu obtenir, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc ont compté pour 42% des vols domestiques du continent et 54% des sièges offerts. L'Afrique de l'Ouest et centrale, région la plus dépourvue du fait de l'insuffisance de compagnies, de touristes et un faible PIB par habitant, présente cependant des exceptions notables comme le Nigeria, le Cap-Vert ou encore le Gabon. Le trafic régional est un trafic qui a faiblement évolué de 1994 à 2002, comparé à des régions dont les marchés sont pourtant plus mûrs, comme l'Europe. On a des pourcentages de 4,7% contre 3,9% pour le trafic régional africain. Ceci est particulièrement sensible pour l'Afrique de l'Ouest et centrale qui a stagné. C'est un lourd handicap pour ces pays majoritairement enclavés. J'estime que la sécurité devrait commencer au niveau des aéroports. Nous constatons qu'un passager qui embarque au départ d'un aéroport d'Afrique ou un passager qui arrive dans un aéroport d'Afrique n'est pas très adulte. Il a toujours besoin d'un protocole tout autour de lui, avec des gens qui franchissent toutes les barrières qui sont soi-disant des barrières étanches, et qui le sont en tout cas dans les autres aéroports dans le monde entier. Donc on aimerait que dans les aéroports d'Afrique, il y ait beaucoup plus de rigueur pour filtrer
toutes les personnes qui ont accès à l'aéronef, et sans parler de l'aéronef, déjà au niveau des zones neutres. Donc vraiment, on se plaint, les opérateurs économiques du transport aérien se plaignent sur le terrain de ce manque de filtrage et surtout de se laisser aller pour des passe-droits qui n'ont plus rien à faire avec une société moderne. Ce qui ne marche pas, c'est bâtir une compagnie aérienne à partir d'une idée, et simplement d'une idée. Il y a eu beaucoup d'interventions qui tournaient autour du fait de créer ou non une compagnie multinationale qui viendrait remplacer Air Afrique. C'est intéressant, hein, on peut débattre sans fin d'une compagnie multinationale créée d'emblée versus la consolidation de projets nationaux ou régionaux qui existeraient déjà. Ça ne fait pas avancer les choses. Ce qui compte, c'est ce qui existe, c'est ce qui fonctionne, et c'est comment un projet industriel peut se développer et comment on peut faire en sorte qu'un jour, un petit projet a réussi à croître et peut former la base d'une alliance, d'un partenariat. En général, le patrimoine, les actions, tout cela appartient à un individu qui est le promoteur, qui se bombarde de PDG. Il est donc président du conseil d'administration, il gère au quotidien et quand il lui arrive, je ne cite aucune compagnie, de se retirer de la direction générale et reste PCA, il continue à s'ingérer dans la gestion quotidienne de la compagnie. Évidemment, cela ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, il faudrait que les promoteurs qui sont peut-être là, qui ont de l'argent, qu'ils sachent que cela se gère comme une société normale et qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Il y a un conseil d'administration qui approuve une idée de gestion développée, exposée par le directeur général, mais qui après est libre dans sa gestion, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une différence bien connue entre le rôle du conseil d'administration, le rôle de la direction générale, les choses devraient avancer de façon beaucoup plus harmonieuse. Nous avons parlé de développement progressif. Je crois que c'est M. d'Air France qui en a parlé tout à l'heure. Là aussi, il faut savoir que les rares expériences qu'il y a eu en matière de compagnie privée en Afrique, dès que les statuts sont publiés, le programme prévoit New York, Paris, Dubaï, effectivement, Hong Kong, etc. Nous avons au moins une demi-douzaine de compagnies dans ce cas-là depuis quelques années. Il y en a qui n'ont jamais pris l'air, d'autres qui ont pris l'air, mais qui se sont reposés assez rapidement. Et je pense qu'il faut rester modeste et se dire que une compagnie avec un réseau domestique professionnel, rentable, crédible, cela permet d'avoir une base assez crédible pour petit à petit forger un programme qui peut être sous-régional, pourquoi pas plus tard intercontinental. Mais nous avons tous un peu ce complexe de vouloir aller à New York et à Paris immédiatement. Parmi les mesures de renforcement de la sûreté dans les aéroports, on a dû mettre en place des aménagements spécifiques, du moins acquérir des équipements, des nouveaux équipements nécessaires, recruter du personnel, le former, le rémunérer, tout ça a un coût qui, vraiment, le laisser à l'État tout seul entraîne des défaillances. Il y a beaucoup de défaillances au niveau de la maintenance des équipements, au niveau même de la formation du personnel. Et j'en profite pour dire que ce qui est extraordinaire dans le transport aérien, moi je ne connais pas très bien le transport aérien, je suis là-dedans et ça me passionne, c'est la seule activité où tout le monde vient demander un billet. C'est la seule activité où c'est ceux qui peuvent payer les billets qui viennent demander les billets. Et ceci est un acte qu'il faut dénoncer quelquefois. Parce que moi, je ne vois personne qui passe devant une pharmacie et qui rentre demander des aspirines. Mais par contre, quand nous sommes assis à Air France ou à Air Sénégal ou à Air Ivoire, nous avons très souvent des sollicitations de ce genre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des billets, mais il faut savoir donner pour rester dans des normes assez précises.
Les compagnies qui marchent, c'est celles qui sont bâties avec une vraie stratégie, que cette stratégie est construite sur un marché qui a du potentiel. Et n'oublions pas, on a vu ce matin les chiffres, n'oublions pas qu'il y a des endroits qui n'ont pas trop de potentiel et qu'on ne peut pas construire un hub dans chaque capitale africaine. Donc il faut essayer d'analyser avant quels sont les potentiels des marchés. Il faut une stratégie et il faut un management compétent, c'est extrêmement important, et qui est libre de manager, comme le disait Mamadi Sano, qui est libre de pouvoir mener à bien sa stratégie comme il l'entend. Certes, les autorités ont un rôle à jouer, mais le rôle qu'elles ont à jouer, c'est essentiellement un rôle de facilitateur. C'est un rôle qui doit permettre aux compagnies de se développer, permettre aux capitaux de s'investir dans les pays. Ça veut dire une certaine facilitation sur le plan fiscal, sur le plan de l'établissement, sur le plan des droits aériens. Donc les autorités jouent un rôle, mais ce n'est pas elles qui managent les compagnies, c'est surtout pas à elles de le faire. Et les régulateurs ici sont là également pour mettre en place les normes et les règles qui permettent que ces compagnies puissent se développer harmonieusement. Voilà, je crois, les quelques éléments qui font qu'il y a des projets qui peuvent voir le jour. Il y en a qui voient le jour en Afrique, et puis il y en a d'autres qui périclitent, mais comme ailleurs dans le monde, parce qu'ils ont été mal bâtis. Et les responsables chargés de l'exploitation des compagnies aériennes n'ont jamais la possibilité de décider d'abord du choix de l'avion, du choix du personnel et l'organisation interne concernant la gestion. Ce qui fait dire d'ailleurs tout à l'heure quand il l'a dit, qu'il va falloir s'orienter vers une privatisation que les États dégagent. Quand je dis les États dégagent, parce que nous avons dans nos États africains des priorités. L'éducation, la santé qui passe avant tout. Or, lorsqu'on s'oriente vers une compagnie communautaire, cela ne coûte à personne, à aucun État, seul leur participation au capital, et encore faut-il récupérer les créances lorsqu'ils prennent les billets. Je prends un exemple, je ne voulais pas citer Air Afrique en exemple, j'ai oublié de le faire, si j'y ai travaillé quand même pendant 28 ans. Air Afrique a investi dans tous les États, a créé des emplois. Les compagnies étrangères qui viennent, il faut se le dire, s'installent, trouvent une agence. Est-ce qu'ils investissent? Pas du tout. Donc nous avons intérêt à aller vers là, c'est pourquoi, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller vers la privatisation pour améliorer nos services, pour amener une gestion plus saine. Vous avez parlé également de la flotte, j'en ai parlé tout à l'heure, les flottes sont vieillissantes. Il faut les moderniser, il faut aller vers une flotte homogène. Je sais que ce n'est pas facile, parce que dans les négociations d'achat des avions, chaque État traite avec le constructeur en fonction des avantages financiers qu'ils peuvent en tirer. Mais là aussi, nous pouvons faire un regroupement à partir du moment où le choix est bien fait pour avoir une certaine communalité en ce qui concerne la flotte qui est également agit dans le choix des équipements communs dans le cadre des investissements. L'enregistrement, l'arrivée, les bagages, là aussi, il faut qu'on fasse un effort parce qu'il y a des défaillances complètes qui font perdre le temps, si vous voulez, aux passagers. Vous mettez parfois plus de temps à récupérer vos bagages qu'à faire du Lomé à Abidjan ou du Cotonou à Abidjan. Donc là aussi, il faut un effort d'amélioration en mettant en place, si vous voulez, des compagnies d'assistance, du moins des sociétés d'assistance. Sur ce point aussi, j'ai dit que l'État doit se retirer des problèmes d'assistance escale. Il y a des sociétés spécialisées, chacun sa part de ce côté. Pendant longtemps, la sûreté était considérée comme du domaine régalien des États. C'était l'affaire de l'État. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça devient l'affaire de tous. La sûreté doit être considérée comme l'affaire de tout un chacun.